Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce en France que j'anime depuis maintenant plus de 6 ans, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me partager leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent, je suis le cofondateur de Cosa, qui est un cabinet de conseil en strat digital. Notre mission est simple, on aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. Branding, communication, activation et e-commerce. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Gounod, qui est avec Arthur Rock, le cofondateur de Campsider. Salut Thomas, ça va ? Salut Laurent, très bien, merci. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir. Je voudrais faire un tout petit coucou à Julien Bouet, qui était le fondateur de Brico Privé, une histoire hallucinante qui a permis cette intro avec toi aujourd'hui. Il est investisseur, hein, c'est ça, Seed ? Il est investisseur, board member, investisseur pré-seed et board member. Ok, si vous avez raté cet épisode, j'ai reçu Julien lors d'un live à Toulouse. Vous cherchez Live Toulouse sur Spotify ou lepanier.io, vous trouverez ce live. Son histoire, elle est hallucinante. Il a fait grandir la boîte de 0 à 200 millions avant de la revendre. Et il a une incroyable vision de la marketplace. Et on y reviendra, parce que Campsider, qu'est-ce que c'est ? C'est une marketplace, justement, ouais, absolument. En fait, nous, on a créé Campsider avec Arthur il y a 4 ans. Et donc, on se compare souvent au back market du sport. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui ont des équipements de sport d'occasion et qui les mettent en vente chez nous. Notre métier, c'est de trouver ces meilleurs vendeurs et ensuite de trouver les acheteurs avec un lot de propositions de valeur en fonction du sport, que ce soit un vélo, une paire de skis, etc. Super, on y rentre dans un instant. Campsider.com avec l'accent campsider.com, ouais. campsider.com. Vous avez tous les deux 29 ans, vous vendez des vélos et des skis, vous avez vendu beaucoup plus de choses avant, vous avez resserré, il y a un peu eu 2 temps dans la vie de la société, un pré-seed qui vous a permis d'apprendre plein de choses, et puis ensuite un seed qui vous a permis de resserrer et de dérouler pour la croissance. Aujourd'hui, vous faites 6 millions de GMV, si je dis pas de bêtises. 10 en 2025, donc sur cet exercice, on faisait 6 l'année dernière. Très bien, 6 l'année dernière, 10 cette année en 2025, vous faisiez 2 avant, et vous visez toujours de la croissance, puisque tu m'as dit que ton objectif, c'est déjà tu gardes l'EBITDA en North Star, et c'est d'être positif en EBITDA, et ça tu devrais l'atteindre à 20-22 millions d'euros. Tu vas m'expliquer ton raisonnement, et ça va être passionnant, j'en suis sûr. On parlera de marketplace, hein, vous l'avez toutes et tous compris. On parlera de stock, on parlera de C2C, de B2C, puisque vous avez vu et connu les 2 modèles. Et ensuite, on parlera un petit peu d'activation. Ça nous fait un incroyable programme. Avant de commencer, si vous regardez cette émission sur YouTube, ça fait vieux, non ? Ça fait boomer de dire ça ? Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes de 29 ans ? Vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire et pour ne rater aucune des prochaines. Et si vous écoutez le podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Spotify, évidemment. Bienvenue. Merci. T'es venu pour moi ? Je suis venu pour toi. Ok, formidable. Ouais. Et tes vélos. Thomas et tes vélos. Je suis venu pour toi et tes vélos. Moi et mes vélos. Thomas est lyonnais. Absolument. Enfin, vous êtes basé à Lyon. Alors, le siège, il est à Lyon, mais nous, on a des bureaux à Annecy et à Paris. Donc, je suis venu pour toi, mais j'étais pas très loin dans les faits. Et nous, effectivement, on est originaire de Lyon. On a lancé la boîte à Annecy, qui est le fief, la capitale européenne de l'outdoor. Alors, elle n'a pas que le nom. Elle a vraiment un terreau fertile pour ce genre de boîte. Et puis maintenant, on a la moitié de l'équipe à Annecy, la moitié de l'équipe qui est à Paris. Ça me plairait pas mal comme concept. C'est pas mal. Moi, je suis un marcheur invétéré. On va pouvoir aller faire des treks tous les week-ends. J'en serais fan, quoi. Ouais. Un pied à Annecy, un pied à Paris, ça pourrait me plaire comme programme. C'est intéressant. On envie pas mal l'équipe qui est à Annecy. Ouais. Mais toi, tu fais des allers-retours ? De temps en temps. Toi, tu vis à Lyon ? Pas suffisamment. À Paris. À Paris. Okay. Ouais. Oui, donc t'es pas vraiment venu pour moi, pardon, j'avais mal compris. Ouais. Ça vient d'où, Campsider ? Campsider, le nom ou le... Non, l'histoire. L'histoire, ouais. Avec Arthur. Alors nous, on a lancé la boîte juste après nos écoles respectives. Et du coup, on s'est lancé pendant le Covid. Bon, évidemment, la genèse, elle est hyper personnelle à la base, puisqu'on est des gros fans de sport. On a aussi, comme tout fan de sport qui se respecte, beaucoup de matos dans les placards. Peut-être même beaucoup trop.
Donc ça, c'est la première genèse. La deuxième, c'est qu'on voulait se rendre utile quand on voulait se lancer dans le monde professionnel. Et puis enfin, la troisième, et là pour le coup, c'est là où on s'est retrouvé assez vite avec Arthur, c'est qu'on voulait entreprendre. On avait le champ des possibles. Maintenant, il s'avère qu'on regardait beaucoup les modèles de marketplace de seconde main, notamment Sell&See avec Maxime et Charlotte, entre autres, qui ont été une grosse source d'inspiration pour nous. L'anecdote voudra d'ailleurs que Max est une des premières personnes à qui on a présenté le projet. Il est maintenant investisseur chez Campsider. Et puis, au-delà de l'attrait donc personnel et pro, on a eu en fait un momentum puisque pendant le Covid, plus de bourses au ski dans nos écoles. Il faut savoir que dans quasiment toutes les écoles du supérieur, il y a des bourses au ski pendant une semaine. Et donc du coup, on a proposé aux écoles, à une dizaine au total, de digitaliser la bourse au ski. Donc on a appelé les fournisseurs qui le faisaient depuis des années. Et on leur a proposé un site custom. Donc on avait un site, en l'occurrence, moi j'étais à l'EM Lyon, donc on avait un site EM Lyon, un site HEC, un site ESCP, un site... de bourse au ski, de revente de ski entre étudiants, quoi. Exactement. Okay. Et puis après, les 10 sites en sont devenus un seul, puisqu'on n'arrivait pas techniquement à ne pas permettre à des gens qui n'étaient pas dans ces écoles de ne pas arriver sur le site. Donc on a eu des premières commandes de personnes qui n'étaient pas de l'école, qui commandaient, et ça on le voyait. Pas forcément dans une autre école, mais un monsieur lambda qui arrivait. Bon, on n'avait pas de référencement, mais attends, c'est simple, t'aurais pu limiter l'adresse email ou un. Oui, alors on le voyait après au moment de la commande, mais si tu veux, on n'avait pas mis. Oui, et puis t'allais pas te limiter volontairement. C'était opportuniste aussi, mais sans forcément se dire ça. Et donc du coup, on a ensuite fusionné tous les sites. Et on avait à la base 2-3 vendeurs qui étaient les vendeurs historiques des bourses au ski et ça a bien marché. Ça a même très bien marché. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ouvre absolument tout ça dans toujours cette première saison hivernale. Il faut qu'on l'ouvre à tout le monde. Lançons le site, mettons un petit peu de budget ads pour générer du trafic et on voit ce qui se passe. Et voilà, donc l'histoire, elle s'est lancée comme ça, sur des paires de skis avec 3-4 vendeurs. Au départ dans les écoles du supérieur, puis ensuite de manière globale. Et puis après, on en discutera après, mais on a ouvert d'autres verticales, etc. Ok, avec cette vision de l'importance de la seconde main. Alors moi, je suis cycliste, mais je suis pas skieur ou au point d'acheter mon matériel. C'est un marché qui est développé. Comment est-ce qu'il est structuré, ce marché ? C'est un marché qui est développé. Alors nous, on va sur des marchés qui sont déjà développés. On va pas sur des verticales de sport où la seconde main n'existe pas. Ça, c'est quand même le premier constat qui nous fait accélérer sur une verticale de sport. Ensuite, aujourd'hui, il y a 250 millions d'équipements qui sont vendus neufs chaque année en Europe. On estime globalement entre 10 et 12% le nombre d'équipements qui sont revendus de seconde main. Donc, il y a une part de marché à aller chercher. Maintenant, ça dépend beaucoup des verticales. Si je te donne l'exemple, par exemple, des vélos d'occasion, c'est une part qui est beaucoup plus importante que, par exemple, sur la chaussure de trail ou le textile de running. C'est la même chose sur le ski, ça va être la même chose sur la planche de surf. Et donc voilà. Donc, on a sélectionné, nous, nos verticales en fonction de ça pour aller se positionner là où, en fait, l'usage existe déjà, plutôt que de l'inventer. Et c'est ce qu'on a fait donc sur le vélo et sur le ski. On est une dizaine de pourcents de Français, je crois. Je dis on parce que j'en fais partie. À aller au ski de temps en temps, chaque année. Quelle est la part de ces 10% qui s'équipent versus celles qui louent ? Alors aujourd'hui, la location, elle est quand même majoritaire. C'est entre 60 et 70% de location. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, dans les personnes qui vont s'équiper, beaucoup s'équipent d'occasion. Alors, soit directement en magasin à la fin de la location, ce qui permet d'avoir une ristourne, soit tout simplement. Ils repartent avec les skis de lock ou le snow de lock. Et ça, ils le proposent. En fait, ils le proposent à leur acheteur, à leurs clients, soit du coup en ligne ou bien en magasin physique. Mais on estime cette part-là, elle est difficile à estimer dans le temps, mais c'est à peu près ça. Donc en France, c'est un marché, effectivement, il y a à peu près 10% des personnes qui vont faire, 10% des Français qui vont au ski, et donc à peu près 70% qui vont louer, l'inverse qui vont acheter. Et 30% qui vont acheter, donc 30% des 10% de Français qui vont acheter leur matériel. C'est ça. Soit neuf, soit d'occasion. Exactement. Très bien. Ça coûte combien des skis ? Alors des skis neufs, ça va être entre 500 et 700 euros. Okay. On peut descendre jusqu'à 300 pour les premiers prix, on peut monter jusqu'à 1000, 1200 pour les meilleures gammes. Toujours trouver plus cher. Ouais, ça c'est clair. Et ensuite, en occasion, nous, notre panier moyen, il est de 150 euros. Parce que moi, ma clientèle sur le ski, c'est une clientèle soit primo-accédant, soit très famille.
Donc en fait, je vends toujours les mêmes gammes, qui sont les gammes qui sont mis en location dans les magasins. Rossignol, Hero Elite, etc. Donc ça va être des patins, donc la largeur du ski qui est assez classique. Voilà, on va vendre à la marge des skis de randonnée, des skis beaucoup plus précis. Et là, le panier moyen sur le casque, c'est 600, 700 euros. Ok. On peut faire la même analyse sur le cycle? Alors du coup, nous, on est un peu... Ouais. Enfin, pardon, la même analyse. Je peux demander les mêmes informations sur le marché du cycle? Paradoxalement, on a une population un peu différente. On a des personnes qui sont beaucoup plus expertes. Donc le panier moyen, là, il oscille entre 2000 et 2500 euros. Plus expertes sur le cycle, sur le vélo? Sur le vélo, ouais. Okay. C'est-à-dire qu'ils savent mieux ce qu'ils veulent. Ils ont plus de budget. Et ils vont aller chercher des gammes un petit peu plus précises. Donc voilà, entre 2000 et 2005, c'est le panier moyen. On est plus proche de 2005 sur le VTT électrique. On est plus proche de 2000 sur le vélo de route. Et donc voilà. Et en fait, ce qui est rigolo d'analyser, c'est que on a des personnes qui achètent des skis et des vélos. Aujourd'hui, c'est petit. On repose pas le modèle sur ça. On a à peu près 12% de notre base qui a acheté et des skis et des vélos. Ok. Néanmoins, compte tenu des deux populations qui sont quand même assez différentes, on va pas reposer notre marketing là-dessus. Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher la rentabilité sur notre premier acheteur vélo ou notre premier acheteur ski, ce qui est du coup le boulot qu'on fait en ce moment. Ok, compris. Vous vous lancez donc il y a 4 ans. Ouais. Vous faites un précide assez rapidement? Très rapidement. Vous levez combien? On lève 1,2 million. En equity? En equity et 500 000 de dette. À ce moment-là, pourquoi on le fait rapidement? Pardon, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je me permets quand même. Quand on lève des sous, on donne une part de capital de sa société, ce qu'on appelle l'equity, et très souvent les banques s'adossent à ça pour aller rajouter, ou la BPI, pour garantir une dette supérieure à l'époque. On était presque à 1 pour 1. On est un peu. Ouais. Ouais. C'est pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, la période voulait que on aurait pu faire 1 pour 1. Ok. En fait, on l'a fait vite. Alors, il y avait un contexte de marché qu'on connaît tous en 2021, beaucoup de boîtes financées. Le marché de la seconde main avait aussi le vent en poupe. Et ensuite, deuxièmement, nous, on commençait à faire du chiffre à ce moment-là. Alors, c'était encore petit, mais on générait entre 50 000 et 60 000 euros de GMV mensuel, ce qui était suffisant pour avoir prouvé une certaine traction, sachant qu'on le faisait avec 3 vendeurs et un trafic dont les chiffres aujourd'hui m'échappent, mais qui était tout petit. Et donc, on a levé, pour le coup, très vite avec un fonds d'investissement qui s'appelle Founders Future. Ça, on pourra revenir, les raisons pour lesquelles on a eu le choix de ne pas les embarquer dès le début. Et puis après, on a... Mais donc, Founders Future, c'est fonds, entre autres, lancé par Marc Ménassé. Exactement. Et rentré en précide. Ils sont rentrés directement. Okay. Directement parce que là, on cherchait moins l'argent que l'accompagnement à ce moment-là. Parce que il y avait beaucoup d'argent sur le marché, donc aller lever 1,2 million, ça se faisait. La question, c'était de se dire avec qui on voulait le faire, et donc on a embarqué évidemment Marc et Founders par l'historique de Marc dans le e-commerce et donc du coup dans ce sujet-là. Et puis on a embarqué en parallèle des investisseurs, beaucoup des investisseurs de la vente privée, qui du coup ont des modèles qui sont plus ou moins similaires aux nôtres dans la recherche de la supply exclusive, de la marge et de l'acquisition client, même si on vend pas les mêmes choses, parce que moi je vends de l'occasion. In fine, mon métier, c'est quand même d'avoir les bons prix. Et donc nous, on a fait le choix d'embarquer donc Julien, que tu as présenté en début de podcast, qui a fait cofondé Brico Privé. On a aussi Xavier Chauvin qui a fait pareil, mais dans la beauté. Et donc du coup, à cette époque, il fallait juste mettre le nom de la verticale et privé derrière, donc il a appelé ça Beauté Privée. Et du coup, donc voilà, donc on a levé ces premiers euros avec ces personnes-là. Ok, et qui vous ont suivi dans le deuxième tour, puisque vous avez fait un seed ensuite à 2,3 millions. Exactement, 2 ans après. Donc vous avez fait avec Arthur assez rapidement ce premier tour, avec un objectif, ou en tout cas de facto vous êtes concentré sur la supply. Mais avant ça, je voudrais juste encore un peu parler de la concurrence, parce qu'en 4 ans, elle a évolué, mais pas tant que ça. Donc je pense que le constat que vous aviez pu faire en 2021, c'est ça l'année de passion, exactement. Serait à peu près le même aujourd'hui, sauf qu'il y a eu une grosse tempête entre-temps, donc il y en a certains qui sont certainement partis. Mais dans l'outdoor, il y a pas mal de verticales. Tu m'as dit, et je savais pas que ça se disait comme ça, qu'il y a du hard... Et du soft, ouais. Enfin, en fait, du soft du textile et du hardware, quoi. Et il y a des acteurs qui sont spécialisés par vertical. Donc, il y en a qui vont faire que du textile et des accessoires, et d'autres qui vont faire que du neuf. Okay. De l'équipement technique, ski, vélo, etc. Alors, sur le soft, il y a par exemple Snow Leader, que j'ai reçu sur le panier, super épisode. Il y en a d'autres. Alors, il y a du monde sur l'industrie du neuf. En fait, nous, on est le 2e marché européen de l'outdoor, après l'Allemagne. Donc, du coup, on a un marché qui est hyper développé.
Et ça, pour nous, pour des boîtes comme la nôtre, c'est un super terreau fertile pour se lancer. Alors, principalement Annecy, évidemment, mais pas que. Donc, il y a effectivement Snow Leader sur le neuf, très montagne, Hardloop, très montagne, EcoSport aussi, qui sont très montagne. Et puis après, on a des spécialistes plutôt dans le running. Et puis après, on a évidemment la Rolls-Royce de la vente privée qui s'appelle Private Sport Shop. Et du coup, aujourd'hui, ces acteurs-là se partagent le marché par vertical. Les 3 premiers sont plutôt montagne, Private va être plutôt running, etc. Et vélo. Et sur le sport, on a évidemment Decathlon. Decathlon juste derrière, pas très loin, qui fait un peu de seconde main en magasin, mais qui fait principalement du neuf, je pense. En fait, Decathlon, quand on lit l'industrie du sport, Decathlon, c'est à peu près 50-60% du chiffre d'affaires du sport en France. Donc, c'est colossal. Quand même. C'est colossal. Par contre, et c'est là où en fait les marques, donc les autres sites que j'ai cités, ont leur place, c'est que Decathlon va distribuer ses propres marques. Donc ça veut dire que si tu veux t'équiper avec des marques un peu niches pour faire du vélo, pour faire de l'alpinisme, pour faire du ski, tu pourras pas aller chez Decathlon. Et c'est là où du coup un marché se développe autour des grandes marques qu'on connaît par verticale, voilà. Et Decathlon fait de la seconde main. Decathlon fait de la seconde main alors depuis des années sur les places de parking de leurs magasins évidemment, mais ils le font aussi aujourd'hui en ligne en partie sur leur site. Je fais un aparté pour vous rappeler, chers auditrices, chers auditeurs, ce super épisode que j'ai enregistré avec Gary de Alltrix, qui a été revendu ou racheté par Decathlon. Un épisode passionnant que je vous recommande tout de suite d'aller écouter. Enfin, après avoir écouté Thomas tout à l'heure. 50 à 60% du marché du sport en France. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'est colossal. Tu t'inscris en plus dans une tendance qui est intéressante. Qui est porteuse, j'imagine. J'ai le sentiment, c'est assez empirique, qu'on fait de plus en plus de sport, qu'on aime l'outdoor. J'ai le sentiment, évidemment, mais ça c'est pas empirique, que la seconde vie, la seconde main prend énormément de place dans nos vies. C'est un marché qui est porteur, tu me le confirmes, tu le visualises toi-même, tu le vois ? Oui, il y a une place énorme à prendre. Alors, je trouve qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est des sujets qui sont très tendances. Mais en fait, il y a quand même une vraie tendance de fond à la pratique sportive depuis maintenant plus de 8-10 ans. Et ce qui est vrai aussi pour la seconde main, même si en effet elle grossit beaucoup depuis 2017-2018. En gros, de ce qu'on lit sur Internet, un sportif sur 2 en 2024 avait acheté un équipement de sport d'occasion. Alors ça peut aller du sac de trail jusqu'au vélo. Mais ce qui reflète quand même qu'il y a un usage de la seconde main qui, elle, pour le coup, est plus importante chez les sportifs que ça ne l'était il y a 10 ans. Donc la pratique, elle est super importante. L'usage de la seconde main est effectivement en pleine croissance. Ceci étant dit, c'est pas vrai pour tous les équipements de sport. Aujourd'hui, on a quand même des équipements de sport sur lesquels, et c'est assez intuitif, mais c'est la réalité marché, la seconde main est assez faible. On va pas aller acheter ses chaussures de running de seconde main aujourd'hui parce qu'on sait pas le kilométrage de la semelle. On va pas aller acheter du textile. Par contre, là où c'est vrai, c'est la part du vélo de seconde main qui est vraiment, elle, pour le coup, exponentielle. Que ça soit les vélos de sport ou aussi les vélos de ville avec certains acteurs qui se sont positionnés spécifiquement sur cette verticale. Donc ouais, c'est un énorme marché porteur. Nous, on a une taille où en fait, même si le marché était un peu en décroissance, je pense qu'on le sentirait pas. En l'occurrence, il est en croissance, mais on le sentirait pas parce qu'il y a une vraie part de marché à aller chercher et pour le coup, il y a encore du chemin à faire. Mais voilà pour le marché, ouais. 2 temps principalement. Non, pardon, ouais. Je discutais de running avec mon CTO Kevin Couvet, que vous avez entendu sur le panier. On a fait une série spéciale sur la tech et Shopify. Qui me disait qu'il existe des chaussures avec des lames de carbone à l'intérieur de running, avec lesquelles tu fais 80 km et c'est tout, ou 100 km. Je sais plus quel est le chiffre exact. Certaines, oui. Ouais. Et qui coûtent 400 balles. Ouais, exactement. Là, quand il y a du carbone dans la semelle, il faut pas acheter de seconde main. Là, ouais, effectivement, évidemment. Je te le confirme. Donc un développement en 2 temps, je l'ai dit en intro. En gros, 2021-2023 et 2023-2025. Sur ce premier temps, enfin 2025 et plus affinité, puisque on n'est pas encore, c'est pas encore fini. Dans ce premier temps, quand on préparait l'épisode, tu m'as dit on a appris plein de choses qu'on est en train de mettre en application sur la V2 ou sur ce deuxième temps, et surtout gros focus sur la supply. Je veux bien que tu me parles de ce premier temps. Ouais, du coup, alors nous, quand et de vos apprentissages, pardon. Absolument, quand on s'est lancé, donc là, je reprends le fil conducteur, on lance les écoles, les bourses au ski, etc. Puis ça y est, on se lance sur le grand public
simplement sur la verticale sport d'hiver. Donc en fait, on avait, nous sur notre première levée, on avait une moitié d'année parce que du coup l'hiver c'est du 1er septembre au 1er mars, en gros l'industrie. Et puis le reste de l'année, nous on préparait notre prochain hiver. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a appris? Il y a deux choses qu'on a appris. La première, c'est que on avait une part de notre business qui était C2C, donc comme Vinted. C'était une part du business qui coûtait beaucoup d'argent. En fait, on avait notre PNL B2C, notre PNL C2C, et on regardait qui nous rapportait le plus d'argent, qui nous apportait le plus de complexité opérationnelle, qui avait le CAC le plus élevé, etc., le coût d'acquisition. Et la somme de tout ce que je viens de lister là faisait que le C2C était un PNL qui était vraiment dégradé, alors que nos vendeurs professionnels, eux, avaient tous les avantages du monde. J'arrive avec 2000 paires de skis, je suis OK pour un pourcentage de commission, donc de frais, qui est en adéquation avec la viabilité de notre modèle. Quand je viens une année 1, je reviens l'année 2. On n'a quasiment pas perdu de vendeurs de ski depuis le départ. Donc, j'ai pas besoin de repayer pour le faire revenir. Alors, je vais payer pour en faire venir des nouveaux, mais pas forcément sur les anciens. Et puis, je sais expédier... Comment ? T'as du volume ? Du coup, il y a du volume, ouais, exactement. 2000 paires en moyenne par vendeur, ce qui est assez énorme. Et puis enfin, je sais vendre une paire de skis. Donc, je sais pricer ma paire, je sais l'expédier, donc je sais faire un colis. Alors après, maintenant, on utilise nos contrats à nous parce qu'il y a des effets de volume, mais en l'occurrence, ils savent mettre un ski dans un carton, ce qui n'est pas le cas de tous les particuliers. Et puis, j'ai une méthodologie de paiement en tant que vendeur professionnel qui fait que moi, comme sider, je peux avoir la main sur soit des frais de pénalité, soit des retours de produits, etc. Ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, pour le particulier. Voilà. Donc, on avait des coûts d'acquisition particuliers qui étaient démentiels, pas d'exclusivité de supply, super important. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre tout en haut. Aujourd'hui, moi, je négocie l'exclusivité sur une partie de mes vendeurs. Ça veut dire que les skis sont chez moi, nulle part ailleurs en France. Le vendeur particulier, je peux pas lui dire écoute, tu vas être gentil puis tu le mettras pas sur le bon coin. Ça, c'est pas possible. Ou alors ça aurait été irréaliste et on aurait foncé dans le mur. Donc du coup, il y a l'accumulation de tous ces points-là qui fait qu'on a décidé 2 ans après, donc on a mis du temps, à fermer la verticale C2C pour se concentrer que sur nos vendeurs qui apportaient une vraie valeur ajoutée et du business pour la boîte. Alors, le C2C apportait du GMV. Hein. Donc, quand moi, je ferme le C2C, pourquoi est-ce que je mets du temps ? Je mets du temps parce que je m'assois sur du volume d'affaires. Mais si je descends mon business plan, je m'assois pas sur du chiffre d'affaires parce que du coup, les mecs, ils dévalidaient les ventes, les marges étaient petites. Voilà. Donc, c'est là où le choix, il est difficile, mais il est raisonné. GMV, c'est Gross Merchandise Value, c'est le volume d'affaires acheté sur une marketplace. C2C, c'est le particulier à particulier. Donc, c'est moi qui vends une paire de skis, comme j'irai la mettre, tu l'as dit, hein, sur le Bon Coin ou Vinted ou ailleurs. Et B2C, c'est un professionnel. Donc, c'est qui ? C'est un loueur de ski ou un vendeur de bicycle, un magasin ouais. qui va lui-même envoyer au consommateur final. C'est ça, exactement. Si jamais ça... Non, mais tu fais bien parce que du coup, en plus, je parle souvent de GMV et de chiffre d'affaires. Et la différence dans notre modèle, c'est que moi, je ne vais pas toucher 100% du volume qui est généré sur mon site. Quand je vends une paire de skis, on en viendra d'ailleurs sans doute sur les marges, mais quand je vends une paire de skis à 100 €, en fait, moi, je vais toucher 18%. Et donc, le chiffre d'affaires qui rentre dans les caisses de l'entreprise, c'est 18%. Et c'est de là que je vais pouvoir maintenant mesurer mes coûts de marketing, etc. Ou quel est le flux monétaire ? C'est-à-dire ? Tu encaisses les 100 et tu reverses les 82 ? À mon vendeur. Donc, tu encaisses et tu décaisses ? Ouais, exactement. Ok. Ouais, avec quel délai ? Avec un délai qui varie. Il est officiellement 14 jours après réception, mais j'ai des options payantes pour mes vendeurs qui permettent de le payer directement. Donc pour en gros entretenir leurs besoins. Si lui veut être payé plus vite. Voilà. Ok. Et il paye un petit peu plus. Et toi, tu gagnes un peu plus. Et moi, je gagne un peu plus. Oui, c'est ça. Avec une saisonnalité forte, du coup, sur ces vendeurs pro. Alors sur le ski. J'imagine que le 1er mars, à la fin des vacances scolaires des 3 zones, ton stock d'un coup explose. Ouais, en fait, alors sur le ski, en l'occurrence, ce qui du coup a caractérisé nos 2 premières années, nous, on bossait notre catalogue du 1er avril au, je dirais, 15 août. Le 15 août, il fallait qu'on ait tous les skis en ligne quasiment. Sinon, deadline max mi-septembre parce que la saison de ski commence le 1er octobre. Donc, on peut acter qu'on ne signera pas de nouveaux vendeurs en fait à partir du 1er octobre puisque les gars opérationnellement seront débordés, on ne pourra pas signer. Voilà. Donc nous on bossait, donc effectivement la saisonnalité du business côté équipe, on avait beaucoup de boulot côté sales pendant la période basse et l'été, et après on avait beaucoup de boulot côté ops et SAV pendant l'hiver
1er octobre jusqu'au fin février. Mais sur des vendeurs pro, tu arrives à faire coïncider la supply et la demande, l'offre et la demande? Oui, parce que... Ce que je veux dire, c'est que, pardon, le fond de ma question, mais je connais pas le marché, c'est que les vendeurs vont vendre à la fin des vacances scolaires, j'imagine, parce que c'est des grosses périodes de lock. Or, moi, j'ai envie de m'équiper avant. Alors du coup, nous, on s'adresse à des magasins qui ont un parc spécifique pour la vente. Okay. Et donc, ils ont bien compris que les gros mois, c'était novembre, décembre, janvier. Okay. Et donc là, nous, on négocie des stocks de côté pour pas qu'ils soient mis en location. Parce qu'en effet, là où tu as raison, il y a des typologies de clients qui veulent mettre en loc en même temps. Nous, on interdit ça. Donc, alors, comment ça marche? Tu réserves une partie du stock d'occasion. Oui. Mais du coup, exactement. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on peut le faire? C'est parce qu'un magasin, il va renouveler son parc très régulièrement. Okay. Et c'est là, le marché de la seconde main sur le ski repose sur ça. Il repose sur la première main, mais comme tout marché de première main, c'est-à-dire que tout marché de seconde main, repose sur le marché de première main. Le magasin de ski va renouveler son stock, il se retrouve avec 800 paires de skis, il a 2 solutions. Soit il marge pas et il envoie en Europe de l'Est. Il y a des camions qui tournent dans les Alpes tout l'été. Les mecs, ils arrivent, ils se disent, je te prends tes 900 paires, mais par contre, je les prends pas cher. Voilà, pas cher. Et donc, du coup, ce qui est assez, pour l'anecdote, c'est que c'est vrai pour les paires de ski, c'est vrai pour les télésièges aussi. Nos télésièges en station vont en Europe de l'Est. Et donc, on retrouve des vieux télésièges en Europe de l'Est. Et la deuxième solution, c'est je veux me faire un peu de beurre sur mes skis et du coup, je vais le vendre en ligne. Et c'est là où nous, on intervient en leur disant, écoute, ne va pas mettre une annonce par une annonce sur Le Bon Coin, laisse tomber, nous, on s'occupe, on a des outils pour onboarder rapidement et donc, vends chez nous contre une marge effectivement un peu plus importante. Tu m'as vu, c'est Poma, pardon. Poma, ouais, exactement. Poma, moi j'étais à l'ESC Grenoble, c'était encore une ESC, c'était pas une EM. Ouais. J'étais à la junior entreprise de l'ESC Grenoble et l'un de nos gros clients, c'était Poma. C'était Poma. C'était des études, c'était très cool. Ouais. Ok, intéressant. Quel est le poids aujourd'hui du ski versus le vélo? Aujourd'hui, le vélo, c'est 80% de notre volume d'affaires. Okay. Donc, dans ce premier temps, vous vous concentrez sur la supply avec ces 2 parcours qui sont le C2C, le B2C, avec ça génère des chiffres qui sont différents en termes de GMV sur le B2C et sur le C2C. Exactement. Mais ça génère aussi des marges. Et j'imagine de la pré-vente et du traitement qui sont complètement différentes. Ça, c'est le premier apprentissage. Okay. On ferme le C2C 2 ans après le lancement de la boîte. Ça se présente aux investisseurs, ils l'entendent, c'est une... mais quand on présentait les chiffres, les investisseurs nous poussaient à le faire. Okay. Je pense même d'ailleurs qu'on a mis trop de temps par rapport au warning qu'on avait pu avoir de nos investisseurs, compte tenu des chiffres qu'on pouvait présenter, associés au C2C, etc. Mais... Je pense qu'on pourrait faire des épisodes entiers sur les signaux faibles et forts quand on est entrepreneur et l'arbitrage entre le gut feeling et exactement, parce que la data. Enfin, bon. On a quand même créé la boîte sur ce principe-là. C'est-à-dire que le jour où on lance Campsider, on voulait être le Vinted des sports, en l'occurrence des sports outdoor. Et donc se dire, non, en fait, on ne sera pas ce type de boîte-là. Il y a la réalité des chiffres, donc du BP, et puis il y a la réalité entrepreneuriale. Et on n'avait pas envie, mais en fait, on cramait du cash en fait sur cette typologie de vendeur. Compris. Donc, premier apprentissage, vous arrêtez le C2C. Vous avez mis en place un système assez puissant sur la supply, mais on y viendra peut-être après. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages? Oui, les verticales et la taille de l'offre. On limite. Alors, en fait, tout est lié à la supply. Donc, on parlera sans doute après, effectivement, de la façon dont on va chercher nos vendeurs. Mais en l'occurrence, le deuxième gros apprentissage sur ces 2 premières années de la boîte, c'est de se dire, et ça, c'est pas facile au début non plus parce qu'on avait envie de s'adresser à tous les sportifs. Nous-mêmes, on était aussi bien trailer que skieur. Mais en fait, à vouloir trop en faire, on maîtrisait ni notre verticale historique, le ski, ni les verticales secondaires, donc les accessoires de ski, mais aussi la rando, etc. Donc, si tu allais sur Campsider fin 2022, je pense que tu avais 4-5 verticales ouvertes. Il y avait déjà le vélo à l'époque, mais on ne l'opérait pas correctement. Ouais. Exactement. Et le ski restait majoritaire dans notre mixte de volume d'affaires. Et donc, ce qu'on a appris aussi, c'est de se dire, exécutons bien la verticale sur laquelle on sait que ça peut devenir la vache à lait, et fermons celle où en fait en l'état on n'est pas en train de supprimer non plus un pourcentage de notre volume d'affaires suffisamment important pour le questionner. Et donc on a fait le principe de l'entonnoir sur nos verticales, on a fermé la rando, on a fermé le trail. Le principe de l'entonnoir, vas-y, il y avait quoi sur ton tamis?
Bah, du coup, on avait vraiment, on avait ouvert à tel point qu'on avait à l'époque le surf. Donc moi, j'avais 5-6 grosses catégories en fait. Et donc En C2C et B2C. et en plus. en B2C et en C2C à l'époque, ouais, effectivement. Alors, Et le vendeur d'une paire de chaussures de trail versus le vendeur d'un snowboard versus le vendeur d'un vélo sont pas les mêmes. sur les chiffres qu'on avait, c'était pas les mêmes. Okay. Est-ce que ça veut dire que demain, quelqu'un ne va pas y arriver? Je sais pas. Si Vinted demain se lance sur certaines verticales de sport, peut-être que avec la masse qu'ils ont, en tout cas nous, ce qu'on voyait, c'est que en 2 ans, il était très dur de rendre rentable toutes les verticales et toutes les typologies de vendeurs. Donc on s'est dit, ok, on referme tout, on se concentre sur le ski, on rend cette verticale proche de la rentabilité. Donc ça veut dire qu'on fait grossir le truc, mais en même temps, on arrive à rendre le modèle viable. Et une fois qu'on aura prouvé ça, on va voir nos investisseurs et on leur dit, bah voilà, on sait faire ça sur le ski. Voilà notre playbook. En fait, c'était constitué un playbook qu'on voulait faire depuis le départ. Et voilà notre playbook pour en lancer une autre. Et on est sûr de nous. On va y arriver sur les autres. Mais par contre, il faut qu'on réussisse à prouver ça sur le ski. Et donc, effectivement, on a fermé des verticales, là aussi, toujours trop tardivement, mais en l'état, même si elles n'étaient pas fermées sur le site, elles étaient fermées dans les équipes, puisqu'il n'y avait plus d'équipes sur ces verticales-là. Et le plus important, c'est ça, c'est de ne pas y passer du temps, même si sur le site, on perdait un peu nos utilisateurs, parce que du coup, les verticales étaient vides. Choisir, c'est renoncer. Hein. Et c'est le plus dur. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, c'était le plus difficile sur nos 2 premières années. Maintenant, on a plus de facilité à renoncer. Donc, parfois, il faut réinverser le truc en se disant qu'il faut quand même qu'on essaye des choses parce qu'on veut que lancer des choses à forte valeur ajoutée. Mais tant qu'on les a pas lancées, on ne peut pas savoir. Donc, 2 apprentissages. L'arrêt du C2C, parce que c'était pas contributif, c'est le terme que je cherchais. Ouais. C'était contributif à la GMV, mais pas à la renta. Exactement. Et arrêter de tout vendre pour maîtriser les verticales et les catégories. C'est les 2 principaux apprentissages de cette première étape. Ça. Exactement. Je voudrais creuser la supply. Alors, je sais pas, je pense que vous le faites encore plus aujourd'hui que vous le faisiez avant. Mais la manière dont vous gérez, vous allez chercher des vendeurs, le nombre de vendeurs que vous avez, et puis le système qu'ils ont pour mettre à jour la place de marché. Oui, bah en fait, nous, on a exécuté l'aventure sur les 3 premières années centrée autour de nos vendeurs. Puisque, et donc ça, on l'a appris en parlant avec d'autres entrepreneurs marketplace, mais aussi avec nos investisseurs. Je pense à Julien et Xavier particulièrement sur ce sujet. Notre métier, c'est quasiment que la supply. Donc, c'est comment est-ce qu'on a les meilleurs vélos et les meilleures paires de skis et comment on a ceux que personne d'autre n'a en France. Et ça, c'est pas facile parce que il faut aller mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment fonctionne le marché. Et donc, quelque chose qu'on a appris, tu vois, sur les 2 dernières années, c'est que là, aujourd'hui, on a 60% de notre volume d'affaires qui est généré par des vendeurs qui sont en dehors de France. Donc, moi, je fais venir des vélos qui sont pas accessibles en France. C'est des vendeurs italiens, c'est des vendeurs espagnols, c'est des vendeurs allemands. Pas accessibles parce que les marques sont... Enfin, pourquoi pas accessibles? Parce qu'ils sont pas démarchés aujourd'hui par d'autres sites internet ou bien parce qu'ils ne vendent pas en France, en fait, tout simplement. Alors après, moi, j'ai les mêmes modèles, j'ai les mêmes modèles et les mêmes marques que le marché français. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des vélos à des prix qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le marché français. Ok. Et le marché français, sur le vélo d'occasion, c'est soit en boutique, soit sur le Bon Coin, pour synthétiser. Et donc, le premier apprentissage du coup sur la supply, comment est-ce qu'on l'a exécuté? C'est on s'est dit où est-ce qu'on trouve la supply que personne n'a? Il faut qu'on ait une supply exclusive. Le deuxième gros pilier, et ça, c'est peut-être celui qui a pris le plus de temps chez nous, c'est que il faut qu'on ait les meilleurs produits, quitte à ne pas les mettre sur le site. Et on en parlait tout à l'heure. À mes yeux, le plus gros défaut que peut avoir un modèle de marketplace, c'est de ne pas avoir les produits que tu as sur le site en stock chez toi, parce que si tu te rends pas compte des produits que tu as sur le site, tu fais tout rentrer. Et nous, les 2 premières années, on faisait rentrer n'importe quoi. Donc, tu pouvais arriver sur des paires de skis qui ne se vendraient jamais. Mais si un utilisateur arrive sur ton site et qu'il voit ces paires de skis, c'est cuit. Parce que du coup, il s'est dit, oula, le pricing est mauvais, la marque est mauvaise, il est trop bizarre ce site, hop, je sors. Ok, pardon, je comprends. Et du coup, on a appris sur la supply à, là aussi, principe de l'entonnoir, à affiner, c'est-à-dire refuser certains vendeurs qu'on voulait démarcher. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est 99%, on va les chercher. Ne pas aller les chercher parce qu'ils n'ont pas des bons pricing, ou alors, quand on a signé un vendeur, ne pas prendre ces vélos ou ces skis qui ont un mauvais pricing, parce qu'on ne va pas les vendre de toute façon.
Comment on fait ça? On a un ranking interne en fonction du discount, de la marque, des pièces détachées du vélo, de l'année, etc., qui va se calculer automatiquement. Et nous, on va savoir que c'est un vélo qui va se vendre en 7 jours, 15 jours, 30 jours, ou qui va jamais se vendre, ou se vendre de manière opportuniste. Et donc, c'est un vélo sur lequel on mettra pas de budget marketing, etc. Donc, le gros pilier de la supply, le troisième gros pilier après les premiers que j'ai présentés, c'est vraiment de bien sélectionner du coup les produits qu'on voulait mettre, sachant qu'encore une fois, sur notre modèle à nous, c'est assez piégeux. On a envie de tout mettre, mais c'est une erreur. En tout cas, ça a été une erreur. Mais donc, on parle de combien de vendeurs aujourd'hui? Alors, on parle au total 500 signés. Avec ceux qui font 80% de notre GMV, on en a 50. Une cinquantaine de vendeurs. Ouais. Donc, ça veut dire que ces vendeurs, potentiellement, peuvent se voir refuser des produits ou conseiller peut-être de changer un prix ou une description. Exactement. En fait, nous, dans le process, on a un process pour nos vendeurs qui est le plus facile possible. Ça veut dire que quand on l'a signé, on lui dit soit tu nous importes ton CSV, soit tu nous donnes accès à ton site internet et on va mettre tes annonces sur notre site. Une fois qu'on a fait ça, on a un process de modération. Donc concrètement, on a une annonce qui rentre dans notre admin et là, on a des modérateurs. Alors j'ai 50% de la modération qui va se faire automatiquement par OpenAI parce que on lui demande pas à l'IA d'inventer, on lui dit de bien classer les champs, de reconnaître sur la photo. Et j'ai 50% qui vont se faire à la main parce que paradoxalement, je travaille avec des magasins de sport, mais parfois les annonces sont mal remplies. L'année peut être mauvaise, le groupe du vélo qui est sur la photo, donc c'est là où on a les pédales, n'est pas forcément le même que celui qui est indiqué dans la description. Le prix original, le prix neuf qui me permet de faire le discount n'est pas le bon, etc. Donc j'ai 50% qui vont modérer. À ce moment-là, nous, en fait, on ne va pas modérer les annonces qui sont mal discountées. Donc c'est là où je vais trier effectivement à l'intérieur de mes vendeurs. Ça veut dire que je reçois 100 vélos et en fait le lendemain j'en ai que peut-être 30 en ligne parce que j'ai considéré que ces 70 autres on peut les mettre en ligne mais ça servira à rien, ça va noyer notre clientèle. Ça crée une friction auprès des vendeurs? La déceptivité, non, parce ça se qu'on dit leur pas, explique. De la déception. Ouais, de la friction. Ouais, de la friction. Non, mais sur mes 900 paires de skis que j'ai en février à vendre, est-ce que... En fait, on leur explique, on est hyper pédagogue là-dessus et on leur conseille des prix. Maintenant, s'ils acceptent, le ski, il est en ligne. Et s'ils l'acceptent pas, le ski, il est pas en ligne. Ça crée un peu de friction parce que... mais en même temps, je suis avec des vendeurs professionnels. Donc, quand le vélo est à moins 20%, le vendeur sait très bien que ça sera difficile à vendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que Parce ça crée... que c'est pas assez. Bah, c'est pas assez. Ouais. Et donc, du coup, il sait très bien qu'il a envoyé à Campsider un vélo à moins 20%. Donc, quand il voit que c'est pas en ligne, il va pas trop nous embêter. Ouais, il le sait. Il teste. En fait, on se comprend et donc du coup là-dessus... Donc 500 vendeurs en tout avec 500, donc 10% qui représentent 80% de la GMV. Exactement. Tu me le disais quand on préparait l'entretien, mais je sais pas si tu l'as dit depuis une quinzaine pour le ski qui font 80% de la vertical ski et 30 à 40 sur le cycle, le vélo qui font 80% des ventes. Exactement. T'en cherches régulièrement de nouveaux, il y en a qui vous quittent. Pourquoi est-ce qu'ils vous quittent? Alors, on en cherche tout le temps des nouveaux. Ouais. On en cherche tout le temps des nouveaux parce qu'en fait, on a une supply qui est européenne. Donc, on a une profondeur de potentiels partenaires qui est énorme, surtout dans les pays du Sud où le marché du neuf est déjà, par définition, moins cher. Donc, nous, on a beaucoup de supply en Italie, en Espagne et au Portugal. Et donc, voilà. Alors, on en cherche aussi des nouveaux parce qu'il y en a qui arrêtent. Ils arrêtent... On en a assez peu. Hein. Honnêtement, ça doit être un pourcentage qui doit être inférieur à 5% tellement c'est petit. En fait, nous, notre problématique, c'est pas qu'ils arrêtent, c'est ceux qui remettent pas assez. Et ça, on a un pourcentage de vendeurs qui ne remettent pas autant qu'ils en mettaient, qui est un peu plus élevé. Il y a 1001 raisons, mais pour le coup, vu qu'on s'adresse à des petites structures, 1 à 2 salariés, c'est souvent une question de temps. Et là-dessus, c'est assez difficile, même si on les encourage de contrer ça. Mais voilà, mais du coup, oui, on en cherche toujours des nouveaux. Et puis enfin, la dernière raison, en fait, on en cherche des nouveaux, pas tant pour remplacer les anciens, mais parce que quand on fait une courbe vers le haut de la supply, on fait une courbe vers le haut du GMV. C'est mathématique, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant et assez grisant. Notre meilleur outil marketing aujourd'hui de conversion, c'est la supply. Et donc, du coup, dès qu'on fait rentrer 200 nouveaux vélos, on sait qu'on va en vendre un certain nombre dans les 7 jours qui vont suivre.
Donc voilà pourquoi on en fait rentrer toujours des nouveaux. Avec ton historique de données, en plus, tu sais que combien tu es presque capable de faire pas une balance AG, mais l'inverse. Une balance AG, c'est l'âge des factures qu'on doit recevoir, enfin, qu'ils doivent être payés. Là, tu es capable de faire une prévision de vente. C'est ce qu'on a. Aide à la prévision, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on a compris il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on a voulu accélérer. Et on l'a tellement bien compris que quand le vélo il est mal pricé, nous, on vient rajouter des frais de service. C'est ce que fait Uber Eats, par exemple. En fait, Uber Eats, ils ont des frais en plus qui sont cachés dans le prix du restaurant. Et ben nous, on fait exactement pareil. Ça veut dire que si j'ai un vélo qui est à 1 000 €, mais moi, je sais que dans mon historique, je l'ai vendu à 1 200, j'ai aucune raison de ne pas le revendre à 1 200. Et donc, en fait, on va avoir des pricing automatiques. C'est ce que fait aussi... mais à la hausse, du coup. À la baisse, ouais. Mais... à la baisse, tu peux pas l'imposer à ton acheteur, à ton vendeur. Non, là, ça, on peut pas. Ouais. On va faire des suggestions. Tu peux le suggérer, mais... Soit des suggestions, soit un module d'offre dont on reviendra après, parce que j'ai 30% des ventes qui passent par la négociation. Mais juste pour finir sur ce point, en fait, aujourd'hui, nous, effectivement, on a un système de pricing automatique qui va augmenter. Et ça, c'est de la marge brute pour Conseil, en l'occurrence. Mais attends, ton vendeur, il prend pas... il peut le voir. Il doit le voir parfois. Il a mis son V2 à 1000 et il part à 1002. Ou il est en tout cas affiché à 1002 et puis... Oui, mais en fait, nous, on le justifie par des frais de service. Ça, pour le coup, ils comprennent. Pas de sujet là-dessus. Non, pas de sujet. Ok. Si c'était complètement dynamique, on pourrait imaginer que lui-même, à la hausse comme à la baisse, tu fais une suggestion à la baisse, tu peux faire aussi une suggestion à la hausse. Tu n'as pas intérêt à le faire, sauf à créer de la confiance et de la réassurance sur le long terme. En fait, j'ai pas intérêt... Alors, je pourrais le faire, mais aujourd'hui, en l'état... on a des marges qui sont assez fines côté vendeur. Donc nous, on a tout à gagner pour l'instant à aller chercher des sources de revenus qui sont complémentaires comme celles que je viens de te citer et plutôt en notre faveur qu'en faveur du vendeur. Comment est-ce que les stocks et le catalogue est mis à jour pour ces 50 et ces 450 autres vendeurs ? Il y a 2 solutions. Enfin, il y en a 3. La première, tu déposes l'annonce sur le site comme tu le ferais sur Le Bon Coin. Donc, tu as un accès vendeur. Il y a un accès vendeur si tu es vendeur professionnel. Ouais, absolument. Donc, ça, vous le maîtrisez, vous le modérez à l'inscription. Exactement. Ouais. Il faut, là, en l'état, tu ne l'auras pas sur le site. Effectivement, il faut passer par un process d'onboarding. Pourquoi ? Toujours la même chose. Je n'ai aucun intérêt à signer un vendeur qui va me proposer des équipements dont le discount est mauvais. Donc, je n'ai aucun intérêt à rendre mon funnel de dépôt d'annonces complètement ouvert. Parce que ça va être des pertes de temps pour mes modérateurs, pour mon market, etc. La deuxième solution, c'est on me transmet un CSV. Et donc, nous, on a des outils en interne qui permettent... en général, on fait ça sur Google Sheet, puis ça permet d'avoir des données en temps réel. Et donc, là, le vendeur va utiliser son Google Sheet quotidiennement. Et nous, on est connecté automatiquement au Google Sheet. Et puis, la dernière solution qui est majoritairement utilisée par nos vendeurs, puisque en général, les vendeurs qui vendent chez nous sont des vendeurs digitalisés dans leur pays. Je pense à l'Italie notamment, ils ont tous un site internet qui est souvent d'ailleurs connecté à leur caisse de magasin. Donc nous, on leur dit, vous nous donnez accès par API à votre site internet et on va scraper vos produits en temps réel. Et donc ça, on a à peu près 200 sites de vendeurs qui sont scrapés toutes les nuits et qui nous permettent d'avoir du coup un stock en temps réel. Ceci étant dit, ça reste quand même le vrai sujet de notre modèle que de mettre à jour ces produits. Mais donc, je pourrais potentiellement voir un produit qui a été vendu dans les 24 dernières heures, si c'est scrappé toute la nuit, ok ? 10%. Ou CSV, d'ailleurs, en dépôt. Ouais, c'est ça. 10% de nos commandes. 10% de nos commandes, en fait, c'est un petit peu plus élevé sur la verticale vélo et un tout petit peu moins élevé aussi sur la verticale ski, parce qu'on a plus d'exclusivité sur le ski. Ce qui nous permet évidemment d'avoir une meilleure gestion du stock. Maintenant, c'est intrinsèque au modèle de marketplace, seconde main. J'en veux pour preuve des chiffres chez Celency, Vestiaire Collective, etc. Ça reste quand même le gros enjeu de notre modèle. Il était de 35% quand on avait des C2C. Donc, c'était colossal. Ça veut dire que presque, si j'ajoute les retours, etc., on pouvait être sur une commande sur 2. Une commande sur 2 qui était plus dispo ou qui vous revenait ou revenait au vendeur. Exactement. 30%, t'as dit quoi ? 30-35, c'est ça ? 35%. En fait, le mec l'avait déjà vendu sur Vinted ou Le Bon Coin. Ouais, ou alors il voulait plus le vendre parce que parce qu'il y a de la commission, parce que c'est embêtant d'envoyer un vélo. Et donc, en fait, on laisse cette problématique à d'autres volontiers.
pour se concentrer sur le B2C qui est en fait finalement relativement faible par rapport à la typologie des acteurs que j'ai. Encore une fois, moi je vais avoir 0% d'annulation sur des gros faiseurs, mais là où j'ai des annulations, c'est sur des petits magasins régionaux. Et donc, on voit directement un effet. Une fois qu'on a fait 1 ou 2 ventes avec le vendeur, le taux d'annulation drop d'un coup. Parce que ça y est, il a pris confiance, il a reçu ses premiers paiements, 2-3 000 euros. Donc, ça permet aussi d'avoir un attachement vendeur qui est assez important. Et comment tu le motives à essayer de mettre le plus souvent ses stocks et ses fichiers à jour, ses annonces à jour? Alors, on a un ranking interne qui prend en compte partiellement la disponibilité, enfin en fait les statistiques du vendeur. Donc, plus on est bon vendeur, plus on sera haut dans le catalogue. Ça lui est communiqué ça ou c'est que de l'interne? Non, c'est communiqué, ouais. Donc, il sait qu'il a un 4 sur 5 ou un 3 sur 5. Il a en fait sur son compte Campsider, il a une petite note, un pourcentage d'annulation que si jamais toi tu devais te connecter, tu n'auras pas parce que tu n'es pas vendeur pro. Mais en fait, s'il va sur mon compte, il aura une note, un pourcentage d'annulation. Et il sait très bien que s'il dépasse ça, c'est dans la FAQ, alors il est rétrogradé. Ça, c'est mathématique. Quand on met des vélos en première page, ils sont quasiment sûrs d'être partis. Et donc ça, les vendeurs le comprennent. Ensuite, quand on a l'engagement qui ne fonctionne pas de cette façon, on est obligé d'avoir des décisions qui sont punitives. Alors, pas tant pour nos vendeurs, parce que c'est assez surprenant, mais nos vendeurs le comprennent, mais plutôt pour notre PNL. Et donc là, on va venir monétiser certaines annulations quand la situation veut que on soit obligé de la monétiser. Quand on génère quand même une vente, on a déjà généré nos coûts marketing. On n'a pas généré les autres coûts parce que maintenant, on a une stack technique qui fait qu'on n'a pas généré les coûts de paiement, pas de coûts logistiques, etc. Mais en l'occurrence, on a quand même généré nos coûts marketing et on crée de la frustration acheteur. Donc, on la monétise, cette annulation, par nos vendeurs, du coup. Oui. Et donc, tu le motives en lui mettant cette petite pénalité à mettre son stock à jour le plus souvent possible. On essaie d'éviter, on ne veut pas tomber là-dedans, mais en fait, là, on s'inspire pareil. Donc, scrapping, upload CSV, annonce à la mano, dépôt manuel. API et API. Ouais, donc je peux brancher mon système au tien pour que les stocks communiquent en temps réel. Alors ça, il faut... les stocks et les affiches. Ouais, c'est ça. Et même les commandes, en fait. Tu vas recevoir les commandes sur ton back-office. Donc ça, on l'a pour 5 vendeurs, 5-6 vendeurs, enfin un peu plus, 10 vendeurs au total avec la verticale ski. C'est les vendeurs les plus structurés. Les gars, ils ont un site internet, ils savent faire. Nous, on sait faire, mais en général, ce qui va bloquer, c'est le vendeur. Le magasin qui est une petite structure ne sera pas adapté pour ce type de connexion API. Mais on sait faire, ouais. J'ai encore plein de questions, je me permets, mais c'est passionnant. Tu m'as dit tout à l'heure, alors on va parler d'Anego, 30% de tes ventes, c'est ça? Exactement, on a un petit module de négociation. Et d'IA, mais commençons par l'IA. Donc toi, tu reçois des annonces par API, par scrapping, par upload CSV ou à la mano. Et tu m'as dit que tu confrontais une partie, je crois que c'était la moitié. Ouais. Alors en fait, on a... Ou toutes à l'IA pour savoir si les champs sont bien remplis, si la photo correspond à ce que dit l'annonce, et ainsi de suite. Raconte-moi comment ça marche. Quand j'ai l'autorisation du vendeur pour scraper son site, on va prendre le cas extrême, vendeur italien. Donc j'ai scrappé son site internet, je reçois 50 vélos. Je sais pas où tu vas avec ça, mais attention. Le pire des cas, on va prendre les Italiens. Pardon. Je vais être prudent parce qu'ils représentent en plus 60% de mon volume d'affaires, mais en l'occurrence, on va recevoir des blocs de description, d'informations techniques, tout en italien. Nous, la force de notre modèle côté acheteur, et je pense que d'ailleurs c'est assez intéressant d'en parler tout à l'heure parce que ce qu'on a beaucoup travaillé les 12 derniers mois, c'est la conversion sur le site et comment vendre un vélo à 2000 € sur Internet, etc. Et une de nos propositions de valeur par rapport à d'autres sites, c'est la qualité des annonces et des fiches produits. C'est évident pour un site de neuf, ça fait partie du métier, ça l'est beaucoup moins pour un site d'occasion, sauf que vendre un vélo de route sans le développement de la cassette, par exemple, pour les connaisseurs sur le groupe, c'est ce qui permet de passer les vitesses. Si c'est pas indiqué sur la fiche produit, on va faire un drop immédiat sur le taux de conversion. Donc nous, on travaille beaucoup ça. Et donc c'est là où on va utiliser l'IA, c'est-à-dire que si je reçois un bloc de description italien, l'IA va venir mapper automatiquement mes champs. Donc là, elle a reconnu en italien que c'était le développement de la cassette. Là, elle a reconnu que c'était ce modèle-là. Elle a reconnu que c'était cette année-là. On lui fournit la photo aussi en complément, ce qui marche d'ailleurs assez bien. Un peu comme Google Images. Si jamais vous avez déjà essayé Google Images, on met l'image et on retrouve directement toutes les images qui sont disponibles sur Internet. À ce moment-là, du coup, elle va aussi traduire la description. Et donc là, on a une grosse partie de nos annonces qui passe par ça. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une information.
Là où les modérateurs vont intervenir, et là où je ne mettrai en l'état jamais l'IA, sauf à l'entraîner sur notre base de données à nous, mais ce n'est pas encore le cas. Là où les modérateurs manuels vont intervenir, c'est quand il va falloir aller chercher une information qui n'est pas dans la description. Donc, la cassette n'est pas disponible, le vendeur ne l'a pas donnée. Bon, bah là, l'IA, elle ne va pas l'inventer. Ou alors, elle va dire n'importe quoi, c'est sûr, à 99%. Quand il faut aller valider l'année du vélo, quand il faut aller valider le poids du vélo, c'est là qu'on fait intervenir un modérateur manuel. Ouais. Ils sont deux. Intéressant. Donc, tu as un lien API, tu vas prendre ton annonce, enfin ton scrapping, te génère une fiche, tu envoies dans OpenAI les infos pour être sûr qu'il est au bon endroit, ou la traduire, ou la mettre justement au bon endroit. Exactement. Pour les assets, l'enjeu de les assets audio, images ou vidéo, je ne sais pas s'il y en a, l'enjeu d'une marketplace d'occasion, c'est pas de ressembler à un arbre de Noël et en même temps de faire quelque chose de réel. Alors je vois qu'il y a pas mal de photos qui sont détourées, d'autres qui ne le sont pas. Quelle est la politique, quelle est l'approche, quelle est l'envie surtout là-dessus? Et du coup l'usage de l'IA peut-être. Ouais, alors on se pose beaucoup de questions là-dessus. En l'état, on n'a pas suffisamment de preuves sur nos tests qui attestent que le détourage de la photo augmente la conversion. Donc, on a fait le choix, effectivement, comme tu peux le voir, de ne pas détourer. Et quand elles le sont, c'est que le logo du magasin ou que des écriteaux en langue étrangère étaient trop visibles. Et ça, pour le coup, ça peut vraiment détériorer la conversion quand on achète cette typologie de produits. Ceci étant dit, on n'a pas testé comme on le veut. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas allé vraiment au bout de la philosophie, c'est-à-dire 100% du catalogue en A/B test, enfin 50-50, détouré, pas détouré. On l'a jamais fait. Parce que c'est pas dans nos priorités. Le plus important, nous, c'est comme une voiture d'occasion, il faut vraiment bien voir le vélo. Et une chose est certaine, c'est qu'on ne vend pas de vélo où les annonces de photos sont mauvaises. Ça, c'est sûr. Donc, soit elles sont floues, soit on voit pas... Et on a des vendeurs qui ont un super pricing, donc ils vont être bien positionnés, mais ils ont des mauvaises photos et donc le vélo il part pas parce que voilà. Donc nous après on a quand même une équipe de conseillers au téléphone qui est là aussi pour faire le relais si jamais on a un acheteur intéressé. Mais ça c'est pas scalable, donc on réfléchit aussi à la façon dont on peut améliorer les photos. Ok, et puis tu peux en plus un peu gérer ton merch de cette manière en mettant dans des listes la photo que tu aurais pu détourer ou une photo standard pour ce modèle, parce que des vélos, il n'y en a pas 5000. Enfin, j'en sais rien, je pense pas. Alors en fait, le problème des vélos, c'est que tu peux avoir le même modèle, mais avec un groupe, donc le pédalier, les pédales, etc., différents. Et ça impacte non seulement la photo, évidemment, mais ça impacte drastiquement le prix. Parce que entre un Shimano 105 et un Shimano Dura-Ace, les vélos, ils peuvent prendre 500 €, 600 €, ce qui est quand même très important par rapport au prix de vente initial. Et donc, c'est assez dur à uniformiser. Alors nous, en l'occurrence, avec notre historique, on commence effectivement à avoir une base de données qui nous permet d'avoir suffisamment de données pour pré-automatiser les remplissages, avoir un historique des prix, etc. Ça, on y travaille beaucoup, mais c'est la vraie difficulté du marché de seconde main sur le vélo. Hyper intéressant. Les pièces détachées, en fait. Je serais curieux d'avoir tes retours d'ici quelques... J'allais dire quelques années, mais peut-être quelques jours sur l'IA, le détourage automatique, la catégorisation. Super. Deuxième point, c'était la négo. Négo, ouais. 30% de tes ventes? C'est énorme, ouais. Alors nous, en fait, on a sur les fiches produits un petit bloc négocier le prix dans une limite de 10% du prix. Et sur le vélo, on ne l'active pas sur le ski, parce qu'on fait des volumes de commandes et des paniers moyens qui n'y s'y prêtent pas. Mais sur le vélo, c'est 30% des commandes qui passent par une négociation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est hyper demandé par nos acheteurs qui veulent souvent absorber le prix de la livraison ou que sais-je. Et c'est aussi plutôt bien accepté par nos vendeurs qui jouent vraiment le jeu. C'est un outil de fidélisation pour nos vendeurs parce que du coup, ils reçoivent beaucoup d'offres tous les jours. Et nous, c'est aussi un outil de suivi des performances de nos vendeurs, puisque du coup, on a les stats de ceux qui acceptent, qui refusent, etc. Mais c'est un énorme outil de conversion qu'on a mis en place directement et qu'on n'enlèvera certainement jamais. Il y a certains vendeurs qui le refusent, les plus structurés, dont ils sont sûrs sur le pricing. En l'occurrence, pour accepter de refuser un bloc de négociation chez nous, on va vérifier le positionnement de prix de notre vendeur pour comprendre si c'est pertinent. Si ça ne l'est pas, on force pour le laisser, parce qu'on sait que c'est un outil de conversion fort. Pourquoi 10%? Alors, c'est le marché. En fait, on l'avait pas capé sur le vélo. Au-dessus de 10-12%, 100% des offres étaient refusées, même par nos meilleurs vendeurs. Donc, ça veut dire que
au-delà de la fidélisation de nos vendeurs, parce qu'on les sollicitait beaucoup, là, en fait, on les sollicitait trop. Et donc, on a décidé de caper. Donc ça, c'est une histoire de marché, de marge, etc. Ok, intéressant. Tu m'as parlé de taux de liquidité aussi quand on préparait l'épisode. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le temps, c'est le pourcentage. En fait, un taux de liquidité, il va être exprimé en pourcentage. En général, on dit un taux de liquidité en 7 ou 14 jours. Et du coup, c'est le pourcentage des annonces que je mets le jour 1 et qui partent en 7 ou 14 jours. Et donc, nous, on a un taux de liquidité total. Donc, c'est-à-dire que l'annonce, elle peut être vendue ailleurs. Donc, typiquement, mon vendeur, il l'a vendue en magasin. Et je sais qu'elle va disparaître de la plateforme. Donc, ça, c'est mon taux de liquidité global. Et j'ai mon taux de liquidité Campsider. Donc là, c'est vraiment moi qui ai vendu le vélo. Et en l'occurrence, en fait, nous, quand on vend des vélos, on a 70% des vélos qui partent en moins de 14 jours. Donc, ça veut dire que quand on met une annonce en ligne, si elle n'est pas partie au bout de 14 jours, je peux la déclasser. Ça veut dire certainement, elle ne partira pas. Alors, il y a une histoire aussi de volume de trafic. Ça, c'est clair. Mais en l'occurrence, quand on est en page 1 et 2, si elle ne respecte pas le taux de liquidité, ça va tourner. Et donc voilà. Donc, nous, on suit ça beaucoup sur les nouveaux vendeurs. Et surtout, ça nous aide beaucoup à ajuster notre ranking interne. Parce que si on touche au ranking et qu'on voit que ça augmente la liquidité, ça veut dire qu'il y a un problème dans le ranking. Maintenant, on est quasiment sûr de notre ranking, mais il peut toujours être amélioré, évidemment. Voilà, donc on mesure à ça, et on mesure à ça un bon vendeur, une bonne supply sur le catalogue. Exactement comme on le fait en retail, avec le taux de rotation des produits dans un linéaire. Ouais, c'est un synonyme, mais c'est exactement ça. Ouais. Top, c'est passionnant, le temps file. Tu m'as dit donc que vous avez fait 2 puis 6 l'année dernière, vous visez, j'ai du mal, 10 millions d'euros de GMV cette année. Et je t'ai demandé, donc vous avez fait un pré-seed, un seed, je t'ai demandé si tu avais prévu la série A et tu m'as dit pas avant d'être rentable. Et la rentabilité, tu l'estimes à 20-22 millions environ. Ouais. C'est-à-dire? Alors effectivement, nous donc là on va faire 10 millions. La rentabilité d'EBITDA, je précise, EBITDA positif quoi. Exactement. Pour pouvoir répondre à ta question, je voudrais juste recontextualiser les marges parce que du coup nous on touche à peu près 14% sur une vente de vélo, panier moyen 2000, et on touche 18% sur une vente de ski, panier moyen à 150 euros. Donc ça c'est pour le contexte global. Aujourd'hui à date, nous, on est positif sur toutes nos verticales, quelle que soit la typologie de produit. Post-marketing, c'est vraiment les OPEX, donc les humains, qui vont faire qu'on ait EBITDA négatif. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, on estime avec une grande certitude que la rentabilité, elle peut être atteinte entre 22 et 23 millions de GMV. Pourquoi ? Parce que pour se faire ce volume-là, on n'a pas drastiquement besoin d'être plus. On est une équipe de 10 personnes. En l'occurrence, dans ce plan-là, on va recruter 2 personnes supplémentaires. Mais du coup, ça sera une masse salariale qui nous permettra d'atteindre ce step-là. Ça va aller de pair aussi avec une augmentation très probable des marges. La target qu'on s'est fixée d'ici à fin d'année 2025, c'est d'être à 16% sur le vélo et 21% sur le ski. On a une marge de manœuvre. Il faut se retrousser les manches parce que cette marge de manœuvre, elle est sur les acheteurs, donc ça a des impacts sur les taux de conversion. Donc il faut être malin, il faut l'ajuster sensiblement, mais il faut le faire parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et l'histoire qu'on veut donner, en effet, c'est plutôt l'histoire d'une boîte rentable que d'une boîte d'ultra-croissance. C'est beaucoup réfléchi avec mon associé, mais c'est une décision qui est aussi prise par rapport à notre personnalité d'entrepreneur. Et puis, on est persuadé qu'on peut rendre le modèle rentable. Ce qui, effectivement, aujourd'hui sur le marché de la seconde main, n'est pas forcément le cas sur toutes les verticales. On a des belles histoires sur le marché évidemment du mobile, back market, vestiaire collective sur le luxe ou Celency dans les meubles. On a aussi des histoires où ils n'ont pas réussi à transformer l'essai, à rendre le modèle rentable. C'était le cas dans notre industrie. Nous, on avait des concurrents quand on s'est lancé. Et on pense que c'est majoritairement un sujet de CA. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met ce sujet de marge au cœur des réflexions. Et donc, voilà. Donc, en l'état, on va rendre la boîte rentable. Ensuite, les ambitions sont toujours les mêmes. On sait qu'on a une part de marché énorme à aller chercher en France, en Europe, sur d'autres verticales de sport. Mais pour ce faire, on relèvera sans doute de l'argent à ce moment-là. Mais chaque jour suffit sa peine. Et là, les investisseurs, donc c'est toujours Founders Future, entre autres, sont alignés avec cette approche? Parce que souvent, on te dit, non, on va lever ton Series A pour que je puisse sortir du seed, puis ton Series B, et ainsi de suite, quoi. On a la chance d'être accompagné par des investisseurs qui écoutent les entrepreneurs avant de donner leur avis. Et donc voilà, après, on sait qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts.
Le nier serait une erreur. On n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Néanmoins, je pense que, et particulièrement avec Founders et avec Marc, on a la chance d'être accompagné par des entrepreneurs avant d'être des investisseurs, et ça se ressent dans nos échanges. Donc, quand il voit que les entrepreneurs sont motivés par le projet de l'EBITDA positif, il va les suivre. Et inversement, il va pas suivre sur un projet où les entrepreneurs seraient pas motivés à 110% parce qu'en fait, il faut être motivé à 110% sur le choix qu'on fait. Tu m'as dit il y a une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, que vous avez fait énormément d'apprentissage et d'optimisation sur la fiche produit au cours des 12 derniers mois pour optimiser votre CRO, votre taux de conversion. Ouais. Est-ce que tu as quelques exemples à me donner? Et chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite tout de suite à aller sur comsider.com et prendre une fiche produit au hasard sur la page d'accueil, qu'on puisse suivre ce que tu vas me dire. Est-ce que tu veux que je te montre mon écran? Je la connais par cœur. Tu la connais par cœur. Bien. Alors, en fait, il faut même aller sur une fiche de produit de vélo. Donc, on a passé... nous, on est sur des paniers moyens où les taux de conversion sont assez faibles. Tu m'as dit panier moyen de 2000 sur le vélo 2000, et 150 le ski. 2000, 2005. Et donc, en fait, un taux de conversion sur ce panier moyen, un beau taux de conversion, ça va être 0,5, 0,6. Nous, on est parti de 0,15 l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 0,40. Comment on a fait ça? Alors évidemment il y a la supply. Juste que ce soit clair pour tout le monde, 0,15, 0,40 c'est presque x3, c'est-à-dire que pour le même effort d'acquisition de trafic, tu fais 3 fois plus de chiffre d'affaires. Exactement. Enfin, de volume, pardon, de GMV. Alors la première raison, elle n'est pas de l'ordre de la fiche produit, la première raison c'est notre supply. Et ça, on aurait la meilleure fiche produit du monde, si on n'a pas les meilleurs produits, ça sert à rien. Donc c'est parce qu'on a fait ça. Mais ça change pas ta CRO, la supply, que j'arrive sur une fiche produit. Alors, sur la fiche produit en tant que telle, tu as raison. Mais globalement, quand on regarde Big Picture sur mon catalogue, par exemple vélo de route, en fait, ça reste quand même la première raison. Ensuite, maintenant, sur la fiche produit elle-même, premier élément de conversion. Alors, c'est pas forcément par ordre. Je vais essayer de le faire par ordre, mais il faut que je me remémore. Mais en tout cas, un des premiers, c'est les solutions de paiement. Donc nous, on est sur des paniers moyens. Si j'ai pas le x10, ça sert à rien. Je crois, là, c'est pas encore en ligne, mais en l'occurrence, c'est une histoire d'heure parce que sans doute demain ou après-demain, on va avoir United en x12, x48. Donc là, pas le choix aussi. Comme une voiture d'occasion, il faut absolument ces solutions de paiement. Le taux United a la particularité par rapport aux autres BNPL, Buy Now Pay Later, de dépasser le x4 et un certain nombre de mois, parce qu'on tombe dans une autre catégorie. Il faut être tamponné par l'AMF. x10 max, en fait. x12 Alma, c'est x12 maximum. Tu peux encore payer avec ta CB ou par prélèvement bancaire. Quand tu dépasses le x12, c'est un vrai prêt. C'est un crédit à la consommation. Là, c'est d'autres enjeux. Le parcours est plus complexe. Bref, ça, c'est vraiment le premier. Le deuxième, on a des points d'attache à des conseillers en ligne et par téléphone qui sont omniprésentes, particulièrement en dessous des descriptions techniques, puisque c'est là où tu vas avoir des questions. Donc, il faut que tu aies la possibilité de solliciter quelqu'un. Tu as évidemment quelqu'un en bas à droite aussi dans une bulle de chat. Et puis, tu as un numéro de téléphone. Aujourd'hui, 15% des commandes de vélo passent par le téléphone. Alors, c'est des appels... Téléphone à Campsider ou au vendeur? Non, c'est nous qui gérons. Donc parmi les 10 personnes, il y a un mec qui répond au téléphone, 15% des achats? Ouais, c'est ça, 14% des ventes. Okay. Ce qui est important, mais ce qui est en fait essentiel. Donc là, c'est Elliot chez nous qui va répondre au téléphone. Beaucoup de réassurance et pas mal de conseils techniques. Et puis enfin, en troisième point, quand on achète un vélo, on se pose la question de dans quel état il est, est-ce que j'ai des garanties, est-ce que j'ai une assurance, comment il va être expédié, d'où il vient. En fait, ça, c'est ce que nous, on appelle de la réassurance. Et donc là, sur ma fiche produit, je vais avoir un bloc pédagogue sur chaque sujet. Je vais avoir mon bloc sur qu'est-ce qu'on a fait sur le vélo, est-ce qu'il a été reconditionné ou pas, dans quel état il est, quand est-ce qu'a été la dernière révision. Je vais avoir un bloc sur ma livraison, comment ça se passe, parce que je me fais quand même livrer un vélo à 2000 €. Un bloc sur d'où vient le vélo. Et puis évidemment, un bloc de garantie d'assurance. Chaque vélo vendu sur Campsider a une garantie de 12 mois et on propose une assurance en complément si jamais tu le casses pendant ta pratique ou que tu le fais voler la nuit dans la rue. Et donc ça, comment on l'a appris? On a appelé nos vendeurs, nos acheteurs. Donc on leur a appelé, on leur a dit faites-moi un classement au téléphone, faites-moi un classement de ce qui est important. Et donc on a sur la fiche produit affiché en premier ce qui était le plus important, en dernier ce qui était le moins important pour eux. C'est une fiche produit qui est très enrichie
Et tu pourras t'amuser à aller sur Aramis Auto parce que c'est notre source d'inspiration. On est très proche d'eux parce que du coup, il y a beaucoup de sujets en commun entre la voiture d'occasion et le vélo d'occasion. Et donc, beaucoup de contenu écrit en fait pour rassurer le client et limiter les interactions entre mon équipe et les clients. Je te posais la question tout à l'heure des assets photos parce que justement, Aramis, c'est un exemple en la matière. Et ce qui est ouf, c'est que d'une annonce à l'autre, la disposition de la voiture et l'angle, le 3/4 avant est le même, alors qu'elle est détourée ou non. Et je trouve ça hyper intéressant. Vous pouvez voir. Eux ont la chance d'avoir des outils développés juste pour l'industrie de la voiture. Alors maintenant, avec l'IA, on pourrait imaginer beaucoup de choses, mais jusqu'ici, eux avaient des outils juste pour l'industrie de la voiture sur le détourage et ce qu'ils appellent les showrooms. Et tu peux sélectionner ton showroom, etc. Et donc, c'est des boîtes externes avec qui tu peux te connecter par API. Gros marché là également sur la voiture et marché historique surtout. Exactement. Intéressant. Est-ce que vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché sur la page produit, la fiche produit pour optimiser le CRO? Alors, on a essayé Déjà, on a essayé de laisser nos vendeurs gérer pour les interactions acheteurs. Et en fait, ça ne marche pas parce qu'on a trop de vendeurs différents. Bah, c'est les Italiens, ça encore, non? Ouais, on y revient. Pardon. Mais du coup, on a trop de vendeurs différents. Donc, les interactions ne sont pas les mêmes. Au-delà de la langue étrangère qui peut être gérée techniquement, il y a trop d'interactions différentes. Donc, tu ne maîtrises pas ta conversion, en fait. Si tu laisses entre les mains un vendeur... voilà. Ensuite... on avait des temps de réponse qui étaient trop variés aussi. Donc ça, on a vite rétro-pédalé, mais c'était il y a quand même un petit moment. On a essayé d'enlever le bloc négociation. On a testé. Ça marche très bien sur les skis. Ça augmente le taux de conversion, ce qui est contre-intuitif. Mais en fait, c'est parce que sur les skis, les vendeurs refusaient, quoi, tout simplement, ou ne répondaient pas parce qu'il y a trop de volume. Sur une grosse journée, on va vendre 25-30 vélos. Sur une grosse journée de ski, on peut en vendre 250. Et donc, du coup, c'était pas gérable. Donc, tu vois, ça, on a aussi pas mal rétro-pédalé. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a... Alors, tu parlais de la provenance et je la vois pas. Ouais, d'où provient le vélo en bas? C'est une carte de la France avec des logos de magasins. Ah oui, donc je sais pas quel est le vendeur. Non. Donc, en fait, ce bloc-là, c'est le même d'une fiche à l'autre. C'est le même. Ouais, exactement. Ok. Donc ça, c'est le bypass. Ok, donc c'est une manière de faire de la réassurance, mais avec quelque chose qui est finalement assez... parce que qu'ils viennent d'Italie ou de Bourg-en-Bresse ou de Paris, je le sais pas. Moi, je dis juste à mon acheteur ici, et c'est ce qui m'importait, il n'y a pas de particulier. Donc là, tu vas acheter ton vélo à un pro. Vendu par un magasin. Vélo vendu par un magasin professionnel. Partenaire. Un réseau de 500 magasins professionnels. Les mecs sont filtrés, donc c'est pas des magasins au hasard. Moi, je réponds à cette question. Par contre, à la question où est le magasin, je répondrai jamais à mon acheteur. Parce qu'en fait... c'est pas ton rôle et c'est pas... Non. Tu casses ton modèle. Et c'est pas mon job, ouais, exactement. Et tu ne mets pas non plus la note du vendeur. Non, parce que s'il est sur le site, c'est que c'est un bon vendeur. Sinon, on l'aurait déjà sorti parce que, en fait, c'est pas vertueux pour nous. Je pense que tu l'auras compris, mais du coup, là aussi, entonnoir sur les vendeurs. En fait, il y a beaucoup de vendeurs qu'on n'a plus parce qu'on les a enlevés, parce qu'ils n'ont pas des bons prix. Et c'est pas vertueux d'avoir un vendeur qui envoie des mauvais vélos. Parce que la non-conformité, derrière, c'est le PNL de Campsider qui va en prendre un coup, pas forcément celui du vendeur. Donc, on n'a pas besoin de... Mais on pourrait comme élément de réassurance, effectivement. C'est hyper intéressant. Je te remercie. Quelle part de l'upsell, cross-sell sur une fiche produit? Parce que je vois que tu peux acheter des produits complémentaires qui sont pour certains neufs, c'est ça, les accessoires, ouais. Alors les accessoires, c'est la seule partie du business de Campsider qui effectivement est vendue en neuf, qui est vendue par Campsider. Ça, c'est une des voies pour rendre le modèle viable. Aujourd'hui, j'ai 20% de mes commandes même 25%, pardon, qui prennent un accessoire et j'ai 15% qui prennent une assurance. Ça pourrait être boosté. En l'occurrence, on teste beaucoup de choses. 15% des ventes se font avec une assurance. Ouais. Assurance casse dans notre pratique sportive. Ok. Ouais. Et là, tu as un partenaire, j'imagine. Oui. C'est pas vous qui le faites. On bosse avec NEAT. Et N-E-A-T. Et tu marches sur le... Tu marches aussi, ok. Ouais. Intéressant. Pourquoi vous faites pas de neuf? Alors, on a du neuf à la marge. Mais au-delà des accessoires. Oui, mais ça va représenter 10% de nos vélos. Il y a deux raisons. Un, il y a une raison qui est purement philosophique. C'est pas l'objectif du projet. Et donc, intrinsèquement, nous, on veut vendre de l'occasion.
Et deux, il y a une réalité business, c'est que le neuf, s'il n'est pas bien ranké d'un point de vue discount, on n'aura pas de différence par rapport aux gros acteurs en place. Campsider ne sera pas drastiquement différent. Et donc, nous, on va accepter le neuf qui est très bien discounté. En l'occurrence, en ce moment, sur le marché du vélo, il y a beaucoup de neufs très bien discountés parce que surproduction en 2021-2022, ce qui fait que les magasins ont beaucoup de neufs, il va falloir renouveler les stocks, donc ils discountent. Donc, parfois, on a des perles rares sur du neuf qui vont avoir des prix quasiment au prix de l'occasion. C'est très éphémère. On ne repose pas notre business model là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est opportuniste et donc on a quelques vélos de ce type-là sur le site. Ok, il faut mettre une petite annonce, sauvegarder la recherche, ok. Ouais. Donc on peut sauvegarder et avoir des alertes. On met 150 vélos par jour sur le site, donc ça vaut le coup si jamais il n'y a pas la perle rare de l'enregistrer. Je suis désolé, le temps file, mais je trouve cet entretien passionnant. Chers auditrices, chers auditeurs, on est au bout, mais je voudrais quand même parler d'activation. Donc la phase 1, ce premier temps de la vie de Campsider, c'était un peu sur la supply. Aujourd'hui, vous accélérez, vous avez trouvé le modèle et les verticales sur lesquelles vous êtes fort et que vous maîtrisez. Comment est-ce que tu acquiers de nouveaux clients? C'est ma question. Je voudrais que tu me parles de ROI versus branding, parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché d'intentionniste. Et je voudrais que tu me parles du Bon Coin. Alors du coup, nous, aujourd'hui, on a donc centré la boîte autour de la supply. C'est là où on a testé le plus de choses, on a développé le plus de choses, que ce soit le produit, mais aussi nos différents canaux pour acquérir la supply. Et à côté, en fait, on a développé côté acquisition que des canaux hyper intentionnalistes. Ça veut dire que on va cibler que les canaux où l'acheteur, on sait qu'il veut acheter son Cannondale Super 6. Maintenant, il faut qu'on aille le choper et il faut qu'on ait le Cannondale Super 6. Concrètement, en termes de chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de mon budget aujourd'hui est sur Google Ads, qui, quand il est bien géré et bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'en gros, il est drivé à la marge et pas au volume d'affaires, nous permet de se rapprocher de la rentabilité sur les commandes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous déjà tapé sur la barre de recherche Google Cannondale Super 6 Occasion, enfin en tout cas le produit qu'on cherchait. Voilà. À côté de ça, on travaille évidemment énormément le SEO, mais ça c'est du long trend et on fait grossir notre part de trafic organique. On le fait surtout parce qu'on a une vraie opportunité, une vraie brèche sur nos mots-clés plus occasion. Il y a beaucoup d'acteurs sur le neuf, il y en a beaucoup moins sur l'occasion et donc il y a vraiment du trafic à aller chercher. Et enfin, on en parlait tout à l'heure aussi, on a quelques canaux d'acquisition que nous on qualifie de secondaires, mais qui sont des canaux un peu malins. Par exemple, nous on considère Le Bon Coin comme un Google, c'est-à-dire que la barre de recherche Le Bon Coin pour nous, c'est un outil de recherche pour le consommateur français. Et donc, on va envoyer nos produits, ou en tout cas nos meilleurs produits en temps réel sur Le Bon Coin, pour driver du coup de la visibilité, potentiellement du trafic aussi. Voilà, donc si par exemple on tape sur Le Bon Coin Cannondale Super 6, Campsider ou même Cannondale Super 6 tout court d'ailleurs, il y aura certaines de nos annonces, de nos meilleures annonces qui vont remonter. On le fait sur d'autres typologies de plateformes pour tester. Ça représente à peu près, en fonction des mois, entre 8 et 10% de notre GMV. Donc, c'est pas négligeable, mais c'est assez opportuniste. Mais surtout que tu as un CAC gratuit. Alors, il y a quand même des... Donc, excuse-moi, avant de répondre à ma question, juste que je comprenne, ton vendeur professionnel utilise le scrapping, l'API, les CSV... ou l'annonce pour poster une annonce sur un Campsider, et vous ensuite vous connectez à différentes API, mais dont celle du Bon Coin pour aller pousser les annonces. Pour pousser les meilleurs. Pousser les meilleurs. Ouais, on met du market sur nos meilleures annonces et on utilise les outils qui sont à notre disposition pour générer du trafic. Et Le Bon Coin, on peut le voir comme un outil transactionnel, mais on peut aussi le voir comme un outil de visibilité. C'est le cas pour un certain nombre d'industries. Pourquoi se priver de la première, ou je sais pas, l'une des premières plateformes de revente et de visiter en France, donc c'est clair. Et alors le cas qui est pas nul. Pourquoi? Parce que j'ai quand même des frais fixes, même si c'est petit, pour pouvoir bénéficier des services de Le Bon Coin et qui sont justifiés par l'API, etc. Bien sûr. Parce que c'est le premier magasin de France, peut-être. Ouais, peut-être aussi. Seconde main. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi un budget boost visibilité sur certaines annonces où je sais que je vais avoir un taux de liquidité assez élevé. Donc ça me permettra, par exemple,
d'apparaître en premier sur Cannondale Super 6. Et donc là, je vais payer Le Bon Coin, un peu comme je paye Google Ads, pour avoir l'encart sponsorisé. Mais finalement, c'est le même fonctionnement qu'un Google Ads ou qu'un Bing Ads dans les faits. Et c'est pas des enchères, mais ça peut totalement s'automatiser par API. Alors pas le boost. Pas le boost. Le boost, tu le fais encore à la mano. Ouais. Non, malheureusement, pour l'instant, le boost, ils l'ont pas proposé par API. Donc nous, on va le faire en interne. Mais par contre, le dépôt des annonces, c'est par API, ouais. Compris. On a fait un grand tour de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'on a oublié des choses selon toi? Je crois pas. On est parti vraiment dans tous les sens. Si, juste un détail. L'upload de CSV, ça représente combien en part des annonces? Alors l'upload CSV, pardon, excuse-moi, je vais au bout de ma question. L'upload CSV, tu peux pas mettre d'assets photos dans un CSV? Alors, on a trouvé un fonctionnement pour qu'en gros, ça soit mis dans un drive et on met l'URL du drive dans le CSV et là, après, on a un truc automatique qui va chercher et héberger chez nous. Mais là où tu as raison, c'est qu'on peut pas héberger directement sur Google Sheet. Nous, les méthodologies d'automatisation de dépôt, donc c'est-à-dire je ne passe pas par mon dépôt, c'est 90% de nos vendeurs. Parce qu'on a un énorme enjeu entre la disponibilité du vélo jour 1 et la mise en ligne du vélo qui, idéalement, doit être jour 2 ou jour 3, sachant ce que je t'ai dit du coup tout à l'heure sur le taux de liquidité, parce que lui, il peut le vendre aussi de son côté en magasin. Donc, on priorise les méthodologies rapides sur l'onboarding. Tu lui imposes quelque chose sur les prix? Est-ce qu'il peut le mettre 10% moins cher sur son magasin à lui? Ah non, ça c'est... Non. Ça, alors, on essaye de pas le faire. De pas imposer? Non, on impose d'avoir les mêmes prix. Oui, parce que si on est moins cher, même s'il n'est pas dispo en France, il y a toujours des petits malins qui vont aller le trouver en Italie, etc. Maintenant, il y a des cas où notre com, elle passe pas. Et ça se compte sur les doigts d'une main. Mais du coup, on va prioriser le CA au GMV. Et donc là, on doit augmenter. On n'a pas le choix. Et je préfère me faire ma com, mais vendre un petit peu moins, que de vendre plus sur ces typologies de vendeurs. Bon, en général, quand on vend bien avec un vendeur, il est OK. Il n'y a sur pas besoin notre de les voir ailleurs, bien sûr. Ouais. Thomas, c'était passionnant. Merci infiniment pour ta transparence. Quel enjeu pour 2025, pour fin 2025, pour le deuxième semestre? Nous, c'est de se rapprocher toujours plus de l'EBITDA positif. Donc, en fait, nos premiers mois d'EBITDA positif, c'est l'objectif numéro 1 de l'équipe. Et le 22 millions et l'EBITDA positif, c'est pour quand? L'exercice 100% EBITDA positif à 22 millions, c'est 2027. 2027, formidable. Thomas Gounod, G-O-U-N-O-T, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn, et Arthur Rocle, R-O-C-L-E, et évidemment sur LinkedIn aussi, j'ai pas vérifié, mais j'imagine. Et surtout, allez faire un tour sur campsider.com, C-A-M-P-S-I-D-E-R.com. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, bref, là où vous nous écoutez ou nous regardez. Un grand big up encore à Julien Bouet, anciennement Brico Privé, mais maintenant chez 50 Partners, hein, c'est ça, exactement. Et qui accompagne pas mal de boîtes avec de super conseils. Je vous invite à écouter son épisode avec moi lors du live du panier à Toulouse. Un petit coucou aussi, parce que tu en as dit beaucoup de bien à Marc Ménassé, que je connais aussi, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, mais surtout son fonds Founders Future, qui accompagne de très belles boîtes. Et on a fait le tour des remerciements, je crois. Merci à toi, surtout, pour ton temps. Merci à toi aussi. Et à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io. Et je vous dis à très bientôt. Salut. À bientôt.